tout, mais en tout cas, que vous soyez entouré de ceux que vous aimez et que votre environnement vous soit favorable. Merci Dominique, bonne année à vous. On va commencer par ce qui est presque une tradition maintenant, c'est de parler des perspectives de l'année à venir. On fera aussi un petit flashback sur 2023 pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, tout ne change pas le 1er janvier par rapport au 31 décembre. Vous pourrez poser des questions, comme d'habitude, dans le petit chat en bas à droite. Pour laisser le temps aux quelques retardataires, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. Là, on est à près de 130 inscrits, ce qui, pour moi, est merveilleux. Une petite enquête, finalement. On l'avait faite il y a 3-4 mois. Question simple, est-ce que finalement vous nous connaissez? Parce que je parle plus souvent des marchés, des ETF, de l'assurance vie, que de ce qu'on propose réellement. Parfois, on me le reproche à juste titre. Merci Eric, merci beaucoup. Et donc, voilà, je voudrais savoir si finalement vous savez ce que vous proposez. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton, c'est pas noté. Bonjour Marc. Ah oui, alors Marc, sur le webinaire, j'appelle tout le monde par son prénom. Hein. Eh ben, voilà, hop, on va arrêter. 3, 2, 1. Ah, il y a encore quelques-uns qui votent. Tac, tac, tac. 3, 2, 1, tac, fin du vote. Bon, voilà, c'est pas étonnant hein, que finalement, c'est une minorité qui connaissent les services que je propose. Puisque je vous l'ai dit, j'en parle pas, sans doute pas suffisamment, mais on fera un webinaire, vous inquiétez pas, sur le sujet, on rentrera dans le détail. Et puis, il n'est pas impossible, si j'arrive à trouver un instant, que je passe un petit coup de fil à ceux qui ne connaissent pas trop. Allez, on bascule du côté de la présentation. Voilà, déjà un élément d'information sur qui on est. On est alors, premier spécialiste de la gestion en ETF, premier au moins dans le temps, puisque ça fait c'est vrai, 16 ans. 16 ans. On a fait de la gestion depuis plus longtemps que ça, hein, mais avant de se dire que l'ETF était le meilleur des mondes pour gérer. Bonne année, Lucas, Pascal, Gérard, depuis le Luxembourg, je crois. Alors voilà, on a appelé cette présentation Enfer ou Paradis parce qu'on a l'impression qu'on est sur un peu une corde raide et qu'on peut basculer presque à tout moment d'un côté ou de l'autre. Nabil, bonjour. Un petit rappel. Alors, comme d'habitude, on va essayer de faire parler les graphiques, de regarder le passé pour essayer de trouver des éléments éclairants pour l'avenir. On va se pencher sur le comportement de la Fed, quels ont été les impacts sur les marchés et les impacts que ça peut avoir en 2024. Mais avant cela, je voudrais faire deux petits crochets. Le premier crochet, c'est sur notre méthodologie ultra simplifiée pour expliquer qu'on n'a pas une méthodologie séquentielle, mais relativement circulaire. Hop, je prends mon petit... Et quand on aborde un actif, une classe d'actifs, on tourne dans un sens ou dans l'autre entre la macro, la valo, la psycho. La valo, ça peut être une valorisation absolue relative. La psychologie, ça peut passer par l'analyse graphique et le comportement des investisseurs. La macro, c'est une approche classique pour le coup, top-down, pour essayer de déterminer les actifs. Alors, un actif qui a des données fondamentales extraordinaires, qui est pas cher et que personne n'a encore vu, ça n'existe pas, hein, ou alors on se trompe. En revanche, trouver des actifs, et je vous donnerai un exemple à la fin, où les données fondamentales ne sont pas très bonnes, mais sont en train de s'améliorer.
avec une valorisation pas chère et que plus personne ne veut, ça, en général, quand on a le temps, c'est ce qu'il y a de plus porteur. Pourrions-nous parler, s'il te plaît, sous peu de l'offre ETF Bitcoin? La réponse est non. Non, franchement, on a énormément de choses à dire. Bon, je dirais un petit mot à la fin, mais Pascal, tu me perturbes. Alors, le deuxième crochet que je voulais faire, c'est un sujet entre les marchés financiers, quand même l'objet du contenu, mais également de la géopolitique, et d'essayer de voir si les événements du 7 octobre, je vous fais pas un dessin, l'impact que ça peut avoir, que ça pourra avoir sur les marchés financiers, parce que finalement, c'est quelque chose qui vient en accumulation avec d'autres éléments. On est à peu près tous d'accord pour dire que l'Europe vit une droitisation politique marquée, conférer le nouveau gouvernement qui est gentiment à droite, mais ce qui s'est passé en Italie quelques années récentes, ce qui s'est passé aux Pays-Bas l'année dernière, et cette droitisation va avoir pour conséquence sans doute des frontières moins, alors fermées, j'en sais rien, mais moins passoires sans doute. Et ça aura un impact économique très important à long terme. Parce que l'économie, c'est la théorie, la dynamique économique se nourrit de deux éléments. Un, la productivité. Deux, la démographie et l'évolution de la population active. Si on regarde la productivité, alors il n'y a pas eu d'impact sur la productivité depuis le 7 octobre, hein, c'est pas mon sujet évidemment, mais ce qu'on voit, c'est que, grosso modo, le niveau de la productivité aujourd'hui est le même qu'en 2018. Donc il n'y a eu aucun gain de productivité. Donc on n'a pas ce moteur-là comme peut l'avoir les États-Unis. Au niveau démographique, il est prévu qu'on perde des habitants, que la population se contracte au cours des années à venir. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Le déclin a déjà commencé. D'où l'importance, d'un point de vue économique, de l'immigration. Et l'immigration a été un moteur important au cours des dernières années, puisque la part de la population immigrée dans la population totale s'est accrue au cours des dernières années. Le problème, c'est que si on coupe ça, alors, je répète, je ne fais pas de politique, je regarde d'un point de vue économique. On se coupe d'une source de croissance potentielle ultra importante. Salut Brigitte. Et alors on peut dire oui, mais c'est peut-être déjà intégré dans les cours, parce que il faut voir à quel point l'Eurostoxx 50 a sous-performé, par exemple, le S&P 500, qui est un peu notre référence. Oui, effectivement, c'est assez dingue de voir ce graphique-là, que l'Eurostoxx 50 n'a progressé que de 1% depuis le pic de 2000, avant la bulle des subprimes, donc depuis le pic 2007. Pendant que le S&P 500 gagnait 210%. Donc, c'est un écart absolument prodigieux, et je pense qu'on n'a pas vu un tel écart par le passé. Mais, alors, donc, vous pourriez dire, finalement, quelque part, comme on le pense souvent, c'est intégré dans les cours. En réalité, non, parce que cette situation ne fait que refléter les fondamentaux des entreprises européennes qui voient leurs bénéfices actuels inférieurs à ceux de 2007. Donc cet écart, en réalité, ne fait que refléter les fondamentaux des sociétés de la zone euro. Et je crois que, du fait, ce que je viens de vous dire sur la population active, l'Europe mérite une décote durable qu'on verra sans doute dans les années à venir. Alors évidemment, ce que je dis, ce n'est pas les perspectives 2024. Les moteurs seront tout autres. Mais quelque chose de beaucoup plus long terme, peut-être à 5 ou 10 ans. Et pour moi, le marché européen, l'Eurostoxx 50, est un peu ce qu'était à une époque le marché chinois, le marché japonais, c'est-à-dire un marché, alors soit
de stock picker, et encore c'est pas facile, soit de trading, où effectivement on fait des coups à court terme. Voilà les 2 petites parenthèses que je voulais faire avant vraiment d'entrer dans le dur, du sujet. Alors, j'ai appelé ça enfer ou paradis, donc je disais on est un peu entre les 2, entre le paradis, c'est ce qu'on a connu les 2 derniers, mois de 2023 où on voit une croissance économique qui reste soutenue et une banque centrale qui change de discours, et je pense que c'est vraiment la un des éléments marquants de l'année 2023, c'est le changement de discours de la Fed qui estime que le combat contre l'inflation est gagné et qu'elle va maintenant baisser ses taux d'intérêt. Alors on va voir que c'est pas si simple que ça et que on a quand même bien failli, en tout cas en 2023, on verra peut-être en 2024, être dans une autre situation où la banque centrale reste restrictive et l'économie connaît un sérieux coup de mou. Et c'est quand même ce qui était la stratégie du consensus en début d'année 2023, la nôtre également, pour être vraiment très relativement prudent sur les marchés financiers. Parce qu'on a tous en tête un élément, c'est que toutes les fins de normalisation monétaire se terminent par un accident. Et on voit l'histoire des accidents, vous pouvez la voir comme moi, je ne vais pas tous vous les commenter. Là, on a un petit point d'interrogation. On peut se demander si c'est pas, si c'était pas SVB. Alors, on a rapidement oublié cet épisode du mois de mars où un certain nombre de banques américaines ont mis la clé sous la porte et on pensait, le marché a pensé, et nous on le pensait également, que ça allait sonner la fin du resserrement monétaire. Il n'en a rien été. Il a fallu attendre le mois de novembre pour voir donc la Fed changer de discours. On peut tirer un coup de chapeau à la Fed. C'est pour ça que je mets la Fed à la fête. Vous verrez, j'adore jouer avec les mots, mais ça, c'est un jeu de mots, c'est très mauvais, je vous l'accorde. Mais alors, un coup de chapeau modéré. Alors, ce qu'elle a bien su faire, c'est effectivement gérer cette crise du printemps de l'année dernière, où elle a réactivé des solutions de secours pour venir en aide aux banques en réaugmentant son bilan. Alors là, on s'est dit, bon, c'est de la rigolade, il coupe de 620 milliards et il réaugmente de 400. Finalement, c'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et finalement, bah, elle a repris le job ici pour finalement couper de plus de 1000 milliards. Donc bravo la Fed, et sans avoir, à aujourd'hui en tout cas, d'autres accidents financiers. Euh, un des vraiment peut-être des secrets, ou pas des secrets, mais des éléments de succès de la politique de la Fed, c'est qu'elle a su conserver l'inflation à long terme ancrée. Vous voyez ce graphique qui est l'inflation à 5 ans, dans 5 ans, on n'a absolument quasiment pas de pic inflationniste, hein, un peu ici et là, mais c'est pas grand-chose, hein, globalement, c'est stable. Et je pense que c'est vraiment l'élément qui a permis de rassurer les marchés. Alors, ça n'a pas empêché le marché obligataire de corriger violemment, et en particulier en 2022, mais quand même un peu en 2023, en tout cas aux États-Unis, c'était un peu mieux en Europe. Et tout ça donc dans un contexte où l'économie est restée solide. Elle est restée solide. On voit ici l'indice des surprises économiques qui mesure l'écart d'une publication économique par rapport au consensus. On a été globalement, ici, sur l'année, tout le temps au-dessus de zéro. Ça a été quasiment tout le temps, sauf ici un peu en été, euh, positif. Donc, bravo la Fed, mais il faut quand même être un peu prudent dans ses lauriers, parce que lorsqu'on regarde l'inflation et les taux de la réserve fédérale, on s'aperçoit d'une chose assez simple, c'est que lorsqu'elle commence à monter les taux,
l'inflation est déjà quasiment à son pic et que on peut légitimement dire, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais moi ça me paraît clair, qu'une bonne partie de la décrue de l'inflation, alors attendez, on met tout de suite le téléphone sur silencieux, paf, paf, pardonnez-moi. Une bonne partie de la décrue de l'inflation n'a rien à voir avec l'action de la Fed. Et on peut même aller jusqu'à dire que, je vous l'avais montré sur un graphique il y a quelques mois, qu'il y a en général 18 à 24 mois pour que la politique monétaire commence à produire des effets. 18 à 24 mois, c'est maintenant. Donc, il sera intéressant de voir le comportement de l'inflation et de l'activité économique dans les prochains mois. Peut-être poserez-vous la question. Pour moi, ce à quoi on a assisté avec une inflation un peu tenace n'est pas un changement de tendance. Pour moi, la décrue de l'inflation reste le programme de 2024. Si on regarde le résultat des marchés financiers, alors c'est assez rigolo. Vous avez ici tous les secteurs américains et je vous propose, alors je ne vais pas tout vous commenter, alors déjà, mais de la couleur, c'est joli hein, de commencer l'année en couleur. Mais si on compare 2022 et 2023, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a ici la techno qui est au top, qui était tout en bas. Les services télécoms, ici, tout en haut, qui était tout en bas. COND, c'est Consumer Discretionary, consommation cyclique. Alors vous me direz, pourquoi la consommation cyclique? Bah, tout simplement parce qu'il y a Amazon dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, ils avaient sorti Amazon de la tech pour mettre dans la consommation cyclique. Autre remarque, donc pas facile, voire impossible, d'être bon en 2022 et en 2023. Compliqué de retourner tous les paris. Deuxième remarque, c'est qu'en 2023, il n'y a que 3 secteurs sur 10 qui surperforment, puisque le S&P est juste en dessous. Et sur la période, donc plus de 10 ans, vous avez seulement 2 secteurs qui surperforment le S&P. Ce qui doit quelque part réjouir les fans de la gestion strictement indicielle en disant bah, j'achète un S&P 500 ou un MSCI World et je laisse porter ça sur 15 ans et je fais mieux que tout le monde. C'est pas vrai. Bon, c'est un autre débat. Alors évidemment, je vais pas parler de la je ne veux pas trop m'apesantir sur effectivement la performance de la tech par rapport aux autres indices. Vous le voyez ici, si on prend juste les magnifiques 7, moi je ne vais pas le dire en anglais, Magnificent 7. C'est un peu vidé de son sens tout ça tellement on l'entend. Par rapport au reste du marché, voilà, c'est vraiment un marché à 2 vitesses, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces valeurs-là pesaient grosso modo autant que les 2000 valeurs du Russell 2000. On est à un ratio autour de 1 au début de la décennie précédente. Aujourd'hui, on se balade dans un ratio entre 3 et 4. Autre élément impressionnant, enfin moi, je trouve ça dingue, c'est que ces 7 valeurs-là pèsent autant que le marché japonais, avec les Toyota, les Sony, toutes les banques. Vous rajoutez le Canada et vous rajoutez la Grande-Bretagne. Bon voilà, c'est juste dingue. C'est pas forcément un bon signe, hein, parce que quand le marché est concentré, c'est souvent un signe d'essoufflement, comme on a pu le constater par le passé. Mais il y a quand même 2 raisons qui me font maintenir une vision favorable
sur ce secteur qui dépend évidemment éminemment de l'histoire de l'intelligence artificielle dont on a parlé lors d'un autre webinaire. La première chose, c'est que, vous savez, il y a un élément de valorisation qui est le PER, où vous regardez le prix absolu d'une société. Là, vous comparez avec le PEG, Price Earning on Growth, vous le comparez à sa croissance. Et on estime que en dessous de 1, c'est vraiment bon marché. Entre 1 et 1,5, voire 2, c'est pas très cher. Au-dessus de 2, ça commence à être cher. Et donc, selon cette règle-là, il n'y a que Apple et Tesla qui sont chers. Et le reste n'est pas si cher. Voilà. C'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion. Hein. On va pas acheter les 7 valeurs uniquement sur ce critère-là, mais c'est un élément à prendre en compte. Il y a un autre élément qui me paraît important, c'est que à chaque fois, alors je ne l'ai pas noté, c'est un graphique d'Alpine Macro, une société spécialiste en macroéconomie. C'est qu'à chaque fois qu'on a une dégradation du marché de l'emploi, en tout cas un début de dégradation ici, on a derrière une accélération des investissements tech des sociétés américaines. Et donc ces sociétés qui ont quand même une croissance des bénéfices impressionnante et une visibilité pourraient voir une accélération de leurs bénéfices, ce qui justifierait quand même des ratios de valorisation encore plus importants. Donc, on a un esprit souvent assez contrariant. Je crois que se mettre face à cette révolution-là en disant « il ne faut pas en avoir » serait une erreur. Vous savez bien, chaque décennie a connu sa bulle. Peut-être qu'on est en route pour une bulle. D'autant que, selon nous, on va entrer dans un cycle de baisse des taux et de réinjection de liquidités. Et vous savez que ces valeurs apprécient la baisse des taux. Alors, le marché, il a passé son année 2023 à se dire, alors, récession viendra pas. Et petit à petit, voyant les marchés se tenir très favorablement, je parle action, la probabilité de récession, elle a diminué. Elle a diminué. Aujourd'hui, le marché, c'est 50%. C'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Sachant que, en général, le marché pense qu'il n'y a pas de récession, puisque c'est quand même un événement rare dans la vie économique que d'avoir une récession. Donc, en moyenne, on est ici à 35%. Évidemment, ça, c'est le passé. Je continue mon petit tour. Il y a un élément explicatif de la bonne tenue de l'économie américaine, c'est son marché de l'emploi, qui a tenu vraiment royalement. On voit ici qu'on est grosso modo sous les 4% de chômage depuis début 2022, et que ça se maintient. Alors moi, j'ai une remarque toute bête. C'est quand on prend ces chiffres sur très longue période, les périodes durant lesquelles le chômage reste au plus bas ne durent pas éternellement. Il y a des cycles, hein, ça paraît assez logique. Et lorsque le chômage, l'emploi commence à se dégrader, alors ça remonte relativement fort. Je vous ai mis à chaque fois le nombre de points de chômage gagnés, enfin, ou les emplois perdus. Alors, mettons le Covid de côté dans la moyenne, mais on se situe quand même entre 3 et 4 points. Donc, il ne serait quand même pas étonnant de voir, pas demain, mais en 2024 et un peu plus tard, un chômage remonter vers entre 6 et 7%. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'élément pour le dire. Parce qu'on a beau regarder différents modèles, pour l'instant, ils ne sonnent pas la sonnette d'alarme. Là, on a un indicateur qui se préoccupe de calculer un écart entre une moyenne mobile et un point bas. Monsieur Sam qui a créé cette règle-là
a estimé que c'est à partir de 0,50, quand on s'éloigne de 0,50, qu'il y a un risque de récession. Bon, bah, on voit que le marché de l'emploi a eu tendance plutôt à s'améliorer les derniers mois et à s'éloigner de cette zone de risque. Nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un indicateur aussi, sur l'emploi qui est intéressant, c'est, de prendre ce que les Américains appellent, the prime age, c'est l'âge doré, la traduction. C'est entre 25 et 50 ans et à chaque récession, on a eu un retournement de l'emploi, dans ces gens-là, de cette classe-là, quelques mois avant. Donc ça fonctionne, assez bien. Je vous ai ici, vous voyez, grisé les récessions. Et donc, à chaque fois que ça se retourne, on a une récession. Donc, on a créé un rate of change pour voir, on l'a calibré de manière à ce que ça marche. Et on voit que ça marche à peu près dès qu'on passe sous zéro. Ça signale avec quelques mois d'avance la récession. Alors, évidemment, on le scrute. Hein, pour l'instant, on n'y est pas, mais on s'en approche. On s'en approche tout de même. Hem, Ça, c'est pour dire aux personnes qui, achètent le marché d'actions parce que la Fed doit baisser les taux, heu, du calme, du calme. Parce que, la Fed baisse les taux parce que l'inflation baisse, mais le corollaire, c'est que l'activité va baisser et donc, par exemple et c'est un peu mon focus actuellement, le marché de l'emploi américain. Il serait quand même logique donc de le voir se dégrader dès 2024 et que l'impact d'une baisse des taux, si on se réfère au passé, n'est pas instantané. De la même manière, qu'il faut 2 ans, pour qu'une hausse des taux ait un impact sur l'inflation, bon bah là, c'est un peu pareil. Vous voyez ici, en 2008, quand on a commencé à baisser les taux, bon, le marché de l'emploi commençait à se dégrader. Donc il ne serait pas étonnant qu'on vive la même chose. Là, le marché de l'emploi commence à se dégrader. Bon, ça reste vraiment très mineur, mais il ne serait pas étonnant qu'on vive un peu la même chose. Alors pourquoi l'économie a tenu aussi bien en 2023? Ben, je crois qu'il y a une raison majeure qui maintenant est quand même relativement découverte par le consensus. C'est que, à notre grande surprise, Biden s'est mis à faire des chèques à tout va, et que c'était complètement inattendu, puisqu'il a dépensé en gros la moitié, mais c'est quand même beaucoup, de ce qu'il a dépensé pour le Covid. Ici, c'était le Covid. J'écris mal, hein, hop. Ici, c'était le Covid. Voilà, il avait dépensé quasiment 5 de PIB, pour relancer, parfait. Bon, il a essayé de récupérer en 2022, mais en 2023, il s'est remis à dépenser et si, il y a pas de nouveau programme de relance, heu, on devrait avoir une politique budgétaire restrictive en 2024 et donc c'est un soutien à l'économie qui s'en va. Il faut aussi avoir en tête, c'est que avant le Covid, la dette US, se balade, allez, autour de 105. Aujourd'hui, on est plutôt à 125. Alors est-ce que ça arrêtera, Biden ou pire, Trump? Joker. Heu, un autre sujet d'inquiétude, alors c'est pas pour tout de suite parce que c'est un graphique qui montre que la baisse des taux a beaucoup moins d'impact que par le passé. Par le passé, quand vous baissiez les taux, vous aviez logiquement, bon bah, l'épargnant trouve que les taux baissent, son épargne est moins rémunérée, donc il est plus incité à consommer. C'est un des canals de fonctionnement de la baisse des taux. Mais depuis 2007, la crise des subprimes, ça fonctionne plus. Par exemple, en 2018, quand la Fed a baissé les taux, on a vu le taux d'épargne, au contraire, s'envoler parce que c'est le signe d'une inquiétude
sur l'économie. Et donc, il n'est pas dit du tout, vraiment, là, je me positionne en 2024 et 2025, parce que je vous dis, légitimement, on peut penser qu'on rentre dans un cycle de baisse des taux, que le consommateur réponde à cette baisse des taux. Je voulais vous montrer aussi le niveau de valorisation des marchés. Alors, selon la façon dont vous regardez, certains disent c'est au prix, d'autres disent c'est cher. Je vous laisse vous faire votre opinion. En tout cas, personne ne dit que c'est bon marché, hein. Alors là, on voit le cyclically adjusted price earning qui en fait gomme les cycles parce que évidemment le PE est un degré de variabilité plus important en fonction en particulier des marges des entreprises. Bon, bah, quand vous gommez les cycles, on est quand même en haut, hein. Et bah, avec des taux d'intérêt quand même assez élevés, je ne l'ai pas ici, mais quand vous comparez ça, l'earnings ratio bah, au taux court de la Fed, bah, on peut être tenté de dire vaut mieux encore investir en monétaire. Alors, là, c'est quand on regarde en haut ce qui se passe au niveau macro. Je trouve que ne faire que ça, ça serait une lacune grave. Il faut regarder les signaux envoyés par le marché lui-même parce que, vous savez bien, le marché a en général 6 mois d'avance sur l'économie. Donc, quand on scrute les marchés financiers, aujourd'hui, j'ai bien du mal à trouver des sujets d'inquiétude. On a le VIX ici. Alors, très franchement, faire parler le VIX, c'est pas évident, faut reconnaître. Mais on a réussi quand même à montrer que les bear markets commençaient lorsqu'on a une tendance de VIX plutôt haussière et supérieure à 20. Donc, ici, en 2000. Ici, en 2008. Ça a remarché en 2022. Et aujourd'hui, on est dans une tendance baissière. Alors, j'ai filtré le VIX, hein, j'ai pris une moyenne mobile pour le rendre plus lisible parce que sinon, c'est un truc à donner envie de vomir puisque ça bouge dans tous les sens. Donc, on est quand même voilà, dans une tendance baissière du VIX et en plus nettement inférieure à 20. Du côté de l'activité, bon, il y a un tas d'indicateurs. Si on prend l'ISM manufacturier, ce qu'on s'aperçoit, et beaucoup d'indicateurs économiques le disent, c'est que les indicateurs sont mauvais, mais se dégradent plus. Donc, vous avez voilà ici l'ISM qui est sous 50, mais qui est relativement stable. Et d'ailleurs, on voit le rate of change de l'ISM ici, donc du coup, on remonte. Bon, bah, les marchés aiment bien ça, hein. Ils regardent souvent le différentiel et pas le niveau absolu. Il vaut mieux quelque chose qui est pas bon, mais qui s'améliore, plutôt que qui est bon, mais qui se dégrade. Du côté des spreads, mais c'est le calme absolu. On a en tête ce niveau de variation des spreads quand ça dépasse 5%, on a une alerte. On en tire certaines conséquences. Mais là, pour l'instant, bah, c'est très, très calme et très, très stable. Donc, pas de sujet d'inquiétude de ce côté-là. Pareil, le marché de l'emploi, je vais pas redire, il ne s'est pas encore dégradé ou vraiment à la marge. La courbe des taux, j'en dis un petit mot rapide. Vous savez, on a l'habitude de dire quand la courbe des taux s'inverse, alors c'est un signal majeur de risque de récession. Et globalement, ça a plutôt bien marché. Mais en réalité, le signal le plus dangereux, c'est quand elle se repentifie. Parce que, alors évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur les marchés, hein. Le but, c'est pas de prévoir l'économie pour prévoir l'économie, ça, je m'en moque complètement. Mais on s'aperçoit que, en général, le pic des marchés se fait quand la pontification, donc qui est en orange, donc qui est l'écart qu'on a pris entre le 10 ans et le 2 ans, commence à remonter.
Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Ça, c'est moins rassurant. Alors, il y a aussi un élément, alors là, on est plutôt sur du court moyen terme. Un élément que je voudrais que vous ayez en tête de long terme. Bon, j'ai beaucoup de clients qui me disent oh là là, soit l'économie va mal, il ne faut pas investir. Bon, pour l'instant, elle va pas si mal, d'abord. C'est que ce que je veux vous dire, pardon, ce n'est pas forcément très clair, c'est qu'il faut acheter des actions quand l'économie va très mal. Et je reviens sur mon marché de l'emploi. Vous avez la performance moyenne des marchés ici, et vous voyez que plus on achète quand le chômage est élevé, plus les performances à venir sont bonnes. C'est assez clair comme relation, hein. Ça fonctionne bien, d'accord? Donc aujourd'hui, le chômage est très bas. Je ne vous dirai pas, investissez aveuglément dans les actions, vous ferez de bonnes performances dans 3 ans ou 5 ans. Le moment pour acheter structurellement, aveuglément un indice mondial, c'est pas le meilleur moment aujourd'hui, du tout. Encore un élément de valorisation pour vous dire, évidemment, mais ça c'est un classique. Bon, l'Europe est moins chère, mais bon, il n'y a pas de décote. Je vous l'ai dit, moi je crois qu'il faut une décote sur la zone euro. Les USA, on l'a dit, mais c'est le de-rating de la Chine. C'est dingue, c'est assez unique, mais vous en connaissez les raisons. Je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, j'ai pas prévu de revenir dessus. Il y a quelque chose, un élément assez majeur qui s'est passé depuis 1 ou 2 ans, c'est la corrélation entre les marchés de taux et les marchés d'actions. Vous voyez, pour ceux qui ont moins que mon âge ou beaucoup moins que mon âge, ils ont eu l'habitude de voir depuis grosso modo 2000 d'être dans cette zone-là. C'est-à-dire une corrélation négative entre les actions et les obligations. Et on aime bien, parce que ça veut dire que quand vous diversifiez le portefeuille vers une autre classe d'actifs que les actions, donc les taux, vous diversifiez réellement, vous n'ajoutez pas un risque similaire, et donc vous ajoutez de la décorrélation. Ce qui n'était pas le cas avant, hein. Ça, les plus jeunes ont oublié. Mais ça, c'est à suivre. Ça, c'est quand même ultra important. Est-ce qu'on entre dans un nouveau régime de corrélation positive, auquel cas, il faut faire autre chose que des obligues pour se diversifier, hein. Alors voilà, je bascule sur nos choix pour 2024. Je vous ai fait une liste des choses qu'on aimait bien. Alors, je ne vais pas approfondir toutes les classes d'actifs qu'on aime bien ou tous les thèmes. D'abord parce qu'il y en a certains qu'on a déjà approfondis par le passé, puisque dans la liste se trouvent les mines d'or dont j'ai parlé il y a quelques mois. Mais il y a un choix qui est un peu inhabituel, c'est de parler d'une devise qui est le yen, et qui présente de nombreux points attractifs, je vous ai dit tout à l'heure, entre la macro, la valo, la psycho. Et là, on voit un yen qui est en bleu. Alors, pardonnez-moi, enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est l'euro-yen. Ça veut dire que quand la courbe bleue monte, l'euro monte contre le yen, et donc le yen baisse. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, sur ce graphique-là, j'en ai un autre juste derrière, c'est que le yen est quasiment, enfin, sur ce graphique-là, il est au plus bas. Voilà. Un des facteurs explicatifs, c'est l'écart de taux à 10 ans. Alors, entre la zone euro, évidemment, j'ai pris l'Allemagne pour ne pas embarquer une prime de risque sur tel ou tel pays. Cet écart s'est considérablement accru au cours des années passées, tout simplement parce que la Banque centrale européenne a remonté ses taux face à l'inflation, pendant que la Banque centrale japonaise mettait en place une politique
qui s'appelle la YCC, Yield Curve Control, qui veut dire qu'elle ne contrôle pas seulement la partie courte de la courbe à terme, mais également la partie longue où elle a fixé un cap. Les taux à 10 ans ne doivent pas dépasser 0,5%. Sauf que il s'est passé une chose importante, c'est qu'il y a un nouveau gouverneur de la Banque centrale japonaise qui a dit que ça leur coûtait une fortune et qu'ils allaient sans doute arrêter, surtout qu'il y a... et donc, pardon, il a décidé, dans un premier temps, de relever ce cap à 1%. La réflexion, l'attente d'un certain nombre d'investisseurs, qui d'ailleurs, bon, c'est microscopique sur le graphique, qui a justifié ce petit rebond du yen, ici. Voilà. Bon, je l'enlève parce que ça cache le graphique. Certains investisseurs anticipent un arrêt de cette politique, ce qui pourrait être justifié devant la certaine tenue de l'inflation, puisque vous voyez que depuis, grosso modo, depuis 2021, on a une remontée et une certaine tenue de l'inflation, pendant qu'en zone euro, l'inflation décroît très fortement et qu'on est quand même à deux doigts de voir l'inflation de la zone euro être en dessous de l'inflation japonaise. La dernière fois que c'est arrivé, que la courbe verte soit en dessous de la courbe mauve, c'était en 2014, et c'était pas un mauvais moment pour acheter du yen. Voilà ce que je pouvais dire sur le yen. Qui plus est, quand vous avez une devise qui baisse autant pendant aussi longtemps, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui ont envie de s'exposer. En plus, il y a quand même un phénomène dont il faut parler, c'est le phénomène de carry trade, où les investisseurs, en particulier les hedge funds, vont s'endetter en yens. Ils sont tranquilles. La Banque centrale leur dit les taux, je les maintiens, vous pouvez y aller, endettez-vous, il n'y a pas de problème. Pendant que les devises, on va dire occidentales, offrent des taux élevés. Mais cette histoire, elle pourrait s'inverser en 2024, puisqu'on va avoir des baisses des taux en zone euro et aux États-Unis, pendant que je vous dis que yield curve control est peut-être terminé. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez attractif, pour ne pas dire très attractif, pour croire au rebond du yen. Bon, je vous ai fait un petit art pour vous mettre un peu tout ce que j'aimais pour l'année 2024. Alors, je précise, toutes les feuilles ne poussent pas à la même vitesse et ne poussent pas dans la même direction. Donc, j'ai essayé de mettre des choses assez diversifiées. Je me suis un peu amusé, comme certains d'entre vous en ont l'habitude, à faire quelques jeux de mots sur les emprunts d'État que l'étau se dessert. Alors là, l'IA, il faut prononcer ça, je ne parle pas allemand, hein, mais il faut prononcer ça à l'allemande. IA. Vous voyez, c'est très drôle. Là, je suis très frustré de ne pas voir votre visage. Hein. Je vous imagine mort de rire, bien sûr. Des thèmes sensibles à quoi? Sensibles à la baisse des taux. Donc, des secteurs à duration longue qui ont souffert de la hausse des taux 2022-2023. Merci Thomas. Ah, voilà, merci pour ton soutien, Thomas. Une couverture pour se réchauffer. Ouais, c'est pas mal. On prend du pétrole. Le risque géopolitique, merci. Je sais pas si le système permet de brancher les caméras. Bon, je vais étudier ça. Il faut de la couverture dans les portefeuilles. Un portefeuille, c'est pas empiler des meilleures idées qui répondent toutes au même scénario. Parce que dans ces cas-là, vous préparez pas qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, acheter du pétrole ou du secteur pétrolier par rapport à la situation géopolitique, pour l'instant, le marché nous dit
Il n'y a pas de sujet, ça se passe au Moyen-Orient. Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie, personne ne produit de pétrole, hein, donc on s'en fout. Si ça s'élargit à l'Iran, pas inintéressant ce qui s'est passé au Yémen cette nuit. Là, c'est une autre histoire. Donc, pourquoi pas se couvrir? En plus, se couvrir avec le plus mauvais secteur de l'année dernière pour avoir un petit rattrapage. Yen, soyons yen. Merci, Zazie. Machine pleure ou machinerie, excellent, maître Capello. Il va falloir faire preuve de patience. Hein. Pour l'instant, c'est un peu dead money. On ne voit pas ce qui va remettre remettre en vie l'économie chinoise. Voilà, dead money. De l'or pour avoir bonne mine d'or, bien sûr. Des placements alternatifs pour être au courant. Placements alternatifs, c'est un sujet dont on parlera lors du prochain webinaire. Je vous en dis plus juste dans ma toute conclusion. Les rates, l'immobilier, ouais, j'ai hésité à le mettre. J'avoue que j'ai hésité à le mettre. Mais effectivement, dans un certain nombre de portefeuilles, on a de l'immobilier en zone euro. Les facteurs de risque pour l'année prochaine, s'il y a une récession, tous les paris actions sont off. Je n'exclus pas que le marché obligataire fasse une meilleure performance en 2024 que le marché d'actions. Je n'anticipe pas que le marché d'actions baisse ou s'effondre. Et encore, je parle avec grande prudence parce que l'avantage entre un stratégiste et un gérant, c'est que le stratégiste, il annonce la couleur pour l'année et il dit plus rien, ou pas beaucoup. Il peut changer d'avis sans arrêt. Un gérant peut changer d'avis sans arrêt, et moi, je me situe dans la seconde catégorie. Donc là, je vous donne les grandes lignes, mais vous avez vu qu'on a une batterie d'indicateurs pour se surveiller une éventuelle récession. Le risque Trump, alors, vous vous souvenez, hein, lors de la première élection, tout le monde avait dit l'élection de Trump est improbable, ça serait une catastrophe pour les marchés d'actions. Il a été élu et ça a été un bull market. Je pense qu'il ne faut pas regarder les sondages aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt, mais je ne suis pas sûr que l'arrivée de Trump soit vue de la même manière. Je vous rappelle, à l'époque 2016, de l'élection, première élection de Trump, le taux d'endettement des États-Unis, c'est autour de 100%. Aujourd'hui, 126%. C'est peut-être pas la même histoire. Et puis, c'est pas le scénario de 2024, mais ça peut être un risque. Une reprise de l'inflation sous l'effet des matières premières. S'il se passe quelque chose avec l'Iran, une confrontation directe, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit impossible. On peut voir le pétrole remonter à 120 ou 150 $. Ça aura un impact sur l'inflation. Et puis, mais ça, c'est, à mon sens, c'est pas l'histoire de 2024. Si la Fed baisse les taux un peu trop vigoureusement, alors pourquoi pas imaginer une reprise de l'inflation. Voilà ce que je pouvais vous dire en 50 minutes. Je remets la caméra. Je vais essayer de prendre vos questions dans la mesure où je suis en mesure d'y répondre. Je vais... tac. Allez, tiens, si vous vouliez qu'on continue la discussion, hop, je vous mets un petit lien ici, vous avez accès à mon agenda, vous prenez rendez-vous, on papote, vous me racontez ce que vous faites, je vous raconte un peu comment je peux vous aider, ou on parle de cette présentation-là. Oui, un petit décompte, hein, il y a 4 minutes pour prendre rendez-vous. Je remonte un peu les questions. Alors, Bitcoin. Je suis vraiment pas un spécialiste de la chose, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une maxime qui me revient en tête, qui me lâche pas, c'est achète la rumeur, vends la nouvelle. Ceux qui ont acheté parce qu'il allait avoir un ETF, il serait quand même judicieux de prendre des bénéfices aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on se dit, c'est
enfin une démocratisation du Bitcoin, tout le monde va pouvoir en acheter. Je suis pas sûr que les gens qui voulaient acheter se soient retenus jusque-là. La façon la plus simple d'acheter du Bitcoin était d'acheter une action qui s'appelle MicroStrategy et dont le dirigeant achète du Bitcoin autant qu'il peut en faire. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on cherche surtout des applications concrètes au Bitcoin et je ne vois pas encore une généralisation du Bitcoin. La Bosch, j'en ai parlé. Euh, tout, tout, tout. Non, je vais pas faire de commentaires supplémentaires sur l'immobilier. J'ai pas, je juge, enfin, je pourrais vous donner des généralités hein, sur l'immobilier, mais effectivement, d'avoir une poche consacrée aux secteurs qui profiteront de la baisse des taux, l'immobilier en fait évidemment partie. Ici, il y a une slide qui m'intéresse. Ok, Stéphane, passe-moi un coup de fil et je t'envoie le slide. Euh, alors, merci Michel, parce que vous m'avez fait découvrir une fonctionnalité de la plateforme. On peut lever la main. Alors, je ne sais pas trop quoi en faire. Attendez, si je clique dessus, il ne se passe strictement rien. Mais, mais si vous avez une question, Michel, je vous laisse la poser dans le chat. William, obligation émergente. Alors, si tu veux, j'ai essayé vraiment d'avoir une vue alors, globale sur la macro et sur les marchés et de focaliser sur les classes d'actifs qui me paraît le plus attractif pour 2024. Je ne suis pas en mesure de faire comme une banque d'investissement, d'avoir un avis sur tout, mais j'essaie d'avoir surtout un avis. Voilà. Il n'est pas impossible que si on rentre dans un cycle de baisse du dollar, les obligations émergentes, comme les actions, se revalorisent, bien sûr, parce qu'en plus, il y a du yield là-bas et tout le monde va être, comment dire, scream for yield. Euh, Tout le monde va aller chercher du yield et c'est d'ailleurs pour ça, je ne l'ai pas mis dans mes préférés, mais ça aurait pu en faire partie, que les ETF à dividendes élevés, vous savez, il y a les ETF qui se sont spécialisés dans la recherche de valeurs à dividendes élevés, fasse une bonne année avec une volatilité quand même assez sympathiquement basse. No comment sur l'Inde, je suis désolé Bernard. Alors, si vous avez d'autres questions, pendant que vous les tapez, il y a donc alors attendez, comment ça marche? Je vous remets. Hop. Allez, je vous remets l'appel à agir si vous voulez qu'on se reparle. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, mais vraiment chaud. Vous savez, on gère à peu près 25 stratégies qu'on met en œuvre en général dans l'assurance vie luxembourgeoise, dans des fonds d'assurance spécialisés. Il y a une stratégie qui a atteint, il y a quelques jours, les plus 1000%. Alors évidemment, si c'est sur 40 ans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en réalité, c'est sur 13 ans. Donc je vous laisse calculer la performance annualisée, c'est très sympathique. Je voudrais vous en parler. Voilà, donc on fait un webinaire. Ah bah tiens, allez, normalement le système va vous envoyer l'invitation quand on aura raccroché, mais comme je vous laisse du temps pour poser des questions, je vous le mets, hop, je vous le mets ici. Voilà, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, comme l'indique le lien. La stratégie s'appelle volatilité. S'il n'y a pas de questions, merci Thomas d'y avoir assisté. Merci à tous. Je ne sais pas si Michel, vous aviez une question, mais c'est bientôt fini. Donc si vous en avez une, posez-la. Sinon, appelez-moi. Je pense, comme on s'est déjà parlé, que vous avez mes coordonnées. Sinon, vous cliquez sur le petit bouton. Hop. Ah, qu'est-ce que je le fais bien là. Et puis, bonne année. Là, hop, je l'avais noté.
C'est merveilleux la technique. Bon week-end, encore une belle année et je vous embrasse. Ciao, ciao. À très bientôt. Donc le 24 janvier pour vous parler des comment on fait plus 1000%.